Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Guillaume Sicard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence, RAW. Oui, tout à fait. Alors je ne vais pas faire d'introduction parce qu'en fait, vous êtes podcasteur ou intervieweur. C'est un grand mot, podcasteur. Disons qu'il m'arrive d'interviewer des gens et d'être de l'autre côté du micro, oui. Voilà. Donc vous allez vous présenter vous-même. Et on va de toute façon commencer comme d'habitude par le début. Et j'aime bien interroger ce rapport intime que l'architecte a avec sa discipline. Mhm. Et donc, quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Effectivement, une question assez large. Alors, moi, je dirige l'agence d'architecture RAW depuis maintenant 5 ans, donc depuis 2016, où je me suis lancé. Tout d'abord, pour répondre à votre question sur d'où je viens effectivement de la Bretagne, Bretagne Nord, un territoire que j'affectionne beaucoup. Et où? Saint-Malo. Le territoire entre Rennes et Saint-Malo, Dinan et Fougères, c'est un territoire effectivement entre terre et mer, rempli de forteresses. Il y a le château de Châteaubriand dans la ville de mes parents, Combourg. J'ai fait ma scolarité à Dinan, au lycée des Cordeliers, qui est juste... qui a été rénové, mais qui est dans son jus, voilà, avec une petite chapelle, des remparts et du pavé. La ville de Saint-Malo, même si elle a été détruite pendant la guerre, c'est des murailles et des forteresses tout autour qui la protègent. Donc effectivement, c'est un territoire qui est quand même assez rempli de paysages et aussi à la fois d'une dureté et de quelque chose d'assez protecteur et d'assez noble qui est la Bretagne et que j'adore. Donc, En fait, avec un paradoxe entre... c'est aussi les corsaires, enfin, non? Non? oui, il y a cette fierté à Saint-Malo de pouvoir Oui. monter le drapeau malouin plus haut que le drapeau français. Oui. Effectivement, comme Monaco, c'est une ancienne cité corsaire. Moi, j'ai pas grandi à Saint-Malo, j'ai plutôt fait mes études à Dinan. Donc Dinan, c'est plutôt le côté médiéval. Effectivement, Saint-Malo, c'est plutôt effectivement une cité corsaire, un port. Il y a Dinard qui est en face, qui est quand même une cité plutôt, on va dire, bourgeoise, avec ses grandes demeures 1920, liées aussi aux thermes qui sont juste là, donc le côté bien-être. Mais effectivement, il y a beaucoup de dualité dans ce territoire, il y a beaucoup de choses qui se répondent en fait entre villes, et l'histoire en fait quelque chose et puis les traditions aussi en Bretagne, la fameuse galette de saucisse du dimanche matin à 11h, je suis désolé mais les Bretons qui nous écoutent comprendront. Effectivement, tout ça fait que l'enfance fait que vous devenez J'aurais jamais introduit par avec la galette la galette saucisse, donc je saucisse. suis Ah, très la contente. galette saucisse et pas les Bretons, je suis désolé, c'est une tradition. Voilà, ça vient de chez nous. Voilà, on parle souvent d'us et d'usage dans l'architecture. Et voilà, c'en est un en Bretagne, sur le petit marché de Saint-Briac ou de Saint-Lunaire. 10h30 et voilà, c'est parti. Donc j'ai grandi dans ce territoire et après donc j'ai fait mes études à Rennes puisque c'était à proximité de chez mes parents. Voilà, où j'ai eu comme enseignant effectivement des gens qui sont Jean-François Seigneur, je crois que c'est Jean-François, qui était le premier associé de Jean Nouvel.
Jacques Ferrier. J'y suis resté 2-3 ans, puis après je suis allé à l'étranger. Je suis allé faire un Erasmus un peu comme tout le monde à cette époque-là. Moi je suis allé en République tchèque. Ne me demandez pas pourquoi il y avait ça. Enfin si, il y avait surtout Milan Kundera et l'insoutenable légèreté de l'être. Encore quelque chose de lié à la dualité. Effectivement, un bloc communiste qui venait de s'effondrer 10-15 ans avant moi et une jeunesse aussi dont je faisais partie qui était quand même ultra américanisée et qui cherchait le plaisir dans tout et n'importe quoi. Bon voilà, c'est Erasmus en même temps. C'est toujours un peu la même chose, non? Oui, c'est toujours un peu la même chose, quoi qu'on en dise et où qu'on aille. Mais là, il y avait effectivement, enfin, moi donc j'étais pas à Prague, hein, en République tchèque, j'étais à Brno. C'est la ville de la Vila Tugenat qui est tout à l'est de la République tchèque, près de la Slovaquie. C'est un territoire qui était lié à l'industrie textile, voilà, avec des usines qui étaient quand même désaffectées. Donc un passé industriel qui était omniprésent, une identité aussi au milieu de l'Europe, parce que c'est clairement au milieu de l'Europe qui se cherche et qui se cherche encore, je pense. Aussi toute cette ville qui était liée aux fonctionnalistes, donc il y a tout le marché, enfin des choses qui s'apparentent beaucoup à notamment la cathédrale de Royan, ou des choses à Royan qui ont été faites en béton et en béton armé. Les Tchèques l'avaient fait au même moment, dans toute forme de complexité, donc c'est très très beau. Donc voilà, j'y suis allé pour ça. Je suis revenu, j'ai totalement changé de registre. Je suis allé à Versailles en master où j'ai fait une demande d'équivalent. Et là, je suis passé du monde fonctionnaliste, béton, voilà, à Versailles, cette ville royale, totalement axée sur tout est Mmh. lié au château, le jardin ou le bâti. Cette école aussi, elle était dirigée à l'époque par Nicolas Michelin, et qui j'en profite, va fêter ses 20 ans d'agence dans pas très longtemps. Il y avait des enseignants comme Djamel Clouche, qui m'ont énormément impressionné parce que je suis arrivé, faut savoir, j'arrivais de République tchèque, puis Djamel Clouche proposait un workshop avec Luc Besson. Bon, ok. Luc Besson, pour des gens comme ma génération, j'ai 34 ans, c'est quand même le cinquième L'icône. élément, Mmh. Nikita, Mmh. Léon, bon. Vous le voyez arriver en amphi, vous faites OK, bon. Et Jamel Clouche arrive avec Luc Besson, et Luc Besson veut faire un cinéma en proche banlieue, justement pour retrouver de la mixité sociale en banlieue. Projet noble qui n'émergera jamais parce qu'il y a eu d'autres difficultés financières pour EuropaCorp. Mais c'est impressionnant quand même d'arriver comme ça dans une école et de voir ces statures, voilà, partagées. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Georges C'était Farad. royal pour le coup. Ah ouais, c'était royal. J'ai eu Georges Farad qui m'a donné une notion justement de paysage, justement la construction du végétal vis-à-vis du bâti. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en école. On dissocie souvent les disciplines, l'architecture, l'urbanisme, le paysage, et d'autres d'ailleurs, le design, voilà. Et dans cette école, c'est assez varié, c'est assez pluriel, j'ai envie de dire. Et il y a des statures, il y avait, et je crois plus qu'il y soit, mais Emmanuel Combarel, que j'ai eu donc de l'agence ECDM, qui avait sa culture justement de l'objet, qui était là, que j'ai eu comme prof de diplôme. Il y avait plein d'autres gens qui vous nourrissent en fait par aussi la pluralité des discours et la pluralité de faire que moi je retrouvais pas en tout cas dans mon parcours et que j'ai apprécié à Versailles en tout cas. Et donc au-delà du côté royal de Versailles, il y avait une vraie richesse dans son école et dans aussi l'enseignement qui a été fait. Oui, on pourrait croire qu'une école d'architecture à Versailles soit un peu sclérosée et enfermée dans la dimension patrimoniale, et en fait, pas du tout. Même aujourd'hui, elle se réinvente. Moi, je sais Ouais, qu'il y a, il y a- il y a des profs comme Ramilien qui y sont, des profs aussi qui font beaucoup d'échelle 1, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. Il y a encore, je crois, parce que bon, ça fait 10 ans, 15 ans que j'ai quitté l'école de Versailles, mais il y a toujours cet enseignement du paysage, toujours l'enseignement de l'urbanisme. Jamel Clouche qui est quand même aujourd'hui Grand Prix de l'urbanisme. Donc il y a toujours cette culture à Versailles de donner un côté polyvalent à l'architecte qui se construit, puisque lui-même n'est pas encore praticien et donc ne sait pas ce qu'il veut faire, donc a besoin d'être nourri aussi de plusieurs manières de faire. Alors, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? Très très bonne question. Bah déjà, en sortie de l'école, je suis allé à l'agence François Leclerc, qui venait de se séparer de Du Sapin, parce qu'avant c'était Du Sapin Leclerc. Et j'y ai passé donc effectivement mon premier CDD, donc ça a duré 1 an et demi. Donc l'agence Leclerc, c'est quand même un pôle urbain, bon, Euromed, sans citer, un pôle équipement qui a aussi cette compétence autour du bois et une compétence logement qui est indéniable. Voilà, j'ai fait ça. Après, je suis parti dans plusieurs agences parce que j'avais besoin aussi moi-même de me construire.
Et puis après, on a répondu à des appels d'offres et on a notamment été lauréat d'un appel d'offres pour la question du logement abordable à Besançon, dont on a été lauréat, mais comme tout appel d'offres, comme ça, les AMI, donc ces appels à manifestation d'intérêt. Et ça s'est pas fait. Bon, voilà. Et en même temps, on a eu une commande pour restructurer un centre équestre en vallée de Bièvre. Donc la vallée de Bièvre, qui est une vallée donc dans le sud de Paris. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu au-dessus du plateau de Saclay, un peu en dessous d'Antony. Voilà, dans la coulée verte. C'est une vallée qui est classée. Donc vous avez, donc c'est pas les architectes des bâtiments de France. Là, c'est des sites inscrits. Donc c'est un peu plus complexe pour s'insérer, c'est-à-dire qu'il faut faire un dossier et tout. Donc un centre équestre qui appartenait à l'INRA et on se fait commander une étude pour restructurer à la fois le centre équestre existant et en faire aussi une extension pour un manège, tout ça dans la stratégie de renaturisation de la Bièvre. Bon. C'est un projet qui est toujours en cours, qui est compliqué, puisque c'est des projets complexes avec quand même des tas d'acteurs qui prennent du temps. Voilà. Donc on s'est lancé là-dessus. Ok. Et quand vous dites on? Ah oui, j'ai cette fâcheuse manie effectivement de jamais dire je. J'emploie souvent le on ou le nous, puisque moi-même étant en entreprise unipersonnelle, donc je n'ai pas d'associé. Je considère que le travail qui est fait, c'est un travail pluriel d'une équipe. Donc en fait, il engage effectivement ma responsabilité, mais il engage aussi les moyens et les personnes qui m'entourent. Et donc le on est collectif, le nous est collectif, le je l'emploie, mais plus rarement, effectivement. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? C'est pas très loin pour vous. C'est pas très loin, mais j'espère que je suis pas accompli aujourd'hui. Il manquerait plus que ça. Je pense pas. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense que Ah bah oui. c'est sûr, mais Mais par rapport à votre imaginaire quand vous sortiez de l'école? Bah déjà, par rapport il y a 10 ans, la société a vachement évolué. Ouais. C'est-à-dire que il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes préoccupations sociétales. Déjà, bon, alors bien sûr, la question de l'écologie était présente, mais pas aussi prédominante. En tout cas, pas sous ces aspects-là. Il y a plein de choses qui changent. Donc dire qu'on est accompli au bout de 10 ans, je peux pas prétendre ça. Et puis aussi, je pense qu'un architecte, il est jamais accompli, puisqu'en fait, il est censé correspondre ou répondre à la société dans laquelle il s'inscrit. Et donc, bien sûr, la société évoluant plus vite que lui ou plus vite que les bâtiments, il peut pas rattraper le temps. Donc, en fait, il est accompli quand il est mort, en fait, Non. j'ai envie de dire. Oui, non, mais là, je dis pas être accompli. C'est aujourd'hui, est-ce que vous en êtes arrivé là où, à ce que vous imaginiez? Vous aviez un imaginaire à ce moment-là. Et est-ce que vous imaginiez en train de gratter chez Leclerc, par exemple? J'en doute. Voilà, mais, c'est un peu de la provocation de ma ouais. part. Non, mais François est fabuleux comme Oui, patron. et d'ailleurs, Voilà. j'encourage nos auditeurs à redécouvrir le Comme d'Archi que nous lui avons consacré. Très Il bien. est venu témoigner, d'ailleurs, il y a quelques mois. Mais François est un très très bon. Il transmet très très bien aussi sa passion et pour des jeunes aussi. Moi, je recommande cette agence, en tout cas, pour aller se former, parce qu'elle est très très douée pour ça, pour transmettre. Je te salue, François. Alors, je pense que la commande transforme l'architecte. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous êtes étudiant, vous imaginez ce que vous allez faire. Vous imaginez plein de trucs. Voilà, vous êtes 10, 15, 20, 30, waouh. Et la commande ou les premières commandes, il y a cette dureté, en tout cas de la réalité. Alors, les clients privés qui sont jamais contents, ça se saurait. Les clients privés, les particuliers privés, puisque on travaille aussi pour des privés, c'est encore autre chose. Les commandes publiques où il vous faut des références constamment pour pouvoir aller sur des projets qui vous feraient plaisir, mais vous ne pouvez pas y accéder pour différentes raisons, sur lesquelles on peut discuter. Oui, en général, il faut avoir déjà construit. Il faut déjà avoir construit, il faut avoir le chiffre d'affaires pour. C'est compliqué. Il y a plutôt la question de la cooptation qui se fait justement par des agences plus installées qui cooptent des plus jeunes, ce qui est très bien d'ailleurs. Et les commandes privées qui vous considèrent souvent comme un numéro, c'est-à-dire effectivement comme quelque chose lié à un effet de mode, et l'effet de mode peut aussi passer. Et donc il faut être un architecte à la fois intemporel, c'est-à-dire ne pas correspondre à une époque, et pourtant il faut pouvoir y répondre à cette époque, à cette société. Il faut pouvoir... Est-ce que c'est pas plutôt d'aller chercher
au fond de vous-même, vos convictions? Oui, mais les convictions, ça demande de la patience. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je suis moins vindicatif aujourd'hui que je ne le fus à une Mmh. époque et forcément la sagesse arrivant avec l'âge, je pense que je le serai moins vindicatif demain que je ne le suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure sont plus faciles, par la suite à intégrer. En fait, les premières fois sont toujours très compliquées, quel que soit le projet et en même temps, vous avez tout le temps envie de faire des premières fois parce qu'elles sont stimulantes et que je pense que quand on est étudiant et qu'on fait des projets, c'est ça en fait qui nous donne envie de faire de l'archi, c'est que tout projet, enfin d'ailleurs tout projet est unique, mais le faire une première fois, la première fois une école, la première fois un EHPAD, la première fois des logements, c'est y arriver, c'est hyper ouais, jouissif. Et en fait, vous avez envie de faire des premières fois, que le prochain projet soit nouveau. Et pourtant, ça implique une certaine forme de difficulté quand vous le faites tout seul et quand vous le faites pas en maillage. C'est-à-dire que ce métier nécessite de le faire avec les autres et de pouvoir bien s'entourer. Et donc, quand je dis que je ne pense pas être accompli aujourd'hui, c'est que effectivement, après 10 ans, Oui. je me permets de savoir aujourd'hui avec qui j'ai envie de travailler. Donc, le choix se fait. Sur quelle commande je n'irai pas, sur quelle commande j'ai envie effectivement de challenger, et sur quelle commande j'ai envie de réinventer. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que les cahiers des charges sont relativement toujours les mêmes. Et ça pose la question du rôle de l'architecte pour questionner ces cahiers des charges, pour pouvoir faire des projets aussi qu'on a envie de faire en fait. En fait, quand on a envie d'un projet inventif, faut venir vous chercher alors. Oui, alors oui, nous et aussi j'espère beaucoup d'autres archis, il n'y a pas que Ouais. nous. Enfin, faut quand même, voilà, nous Oui, non mais nous notre spécialité c'est le logement. mmh. Voilà, on en fait beaucoup et on estime que notre expertise, elle est sur le logement, sur la qualité du logement. Alors justement, depuis, ce centre équestre, donc vous vous êtes rentrés, dans une, logique de commande relative au logement. Mais c'est du logement individuel, du logement collectif? Vous Alors passez par quel, type de maîtrise, d'ouvrage? alors on a commencé à faire des concours à idées effectivement, comme, le logement abordable à Besançon. On a fait Réinventer Paris 2 sur la place des Vosges, à l'hôtel de Fourcy, en proposant du co-living avec colonie. On a fait Inventons la grande métropole, justement avec l'agence François Leclerc, pour proposer une tour dépolluante avec Suzanne Déhoux, qui était spécialiste, de la dépollution, voilà. On s'est heurté effectivement à ces commandes qu'on trouvait, justement, hyper stimulantes. Puis en fait, on a compris que peut-être qu'on était un peu trop jeunes pour faire ça. Donc après, aujourd'hui, nos clients, ils sont plutôt de l'ordre c'est des bailleurs. On Mmh. a Inly, beaucoup le groupe Action Logement, Inly, Séquence, voilà. Par Habitat, enfin voilà, des bailleurs. On a quelques privés qui nous sollicitent également, mais effectivement, on est aujourd'hui plus sur une commande, disons, classique sur du logement, pour pouvoir peut-être remonter le fil de l'eau, plutôt que ce qu'on avait commencé à faire, c'est-à-dire vouloir tout de suite questionner le programme ou l'ambition urbaine sur ces programmes de logement. Et on est plutôt aujourd'hui sur des accords cadres. Voilà, sur des choses qui nous ramènent aussi une certaine quantité de travail, qui nous sécurisent pour pouvoir après challenger des programmes et des projets qui, effectivement, nous tiennent à cœur. Il y a un projet actuellement, qui vous tient à cœur, plus particulièrement? Alors effectivement, depuis maintenant 2 ans, avec la Maison de l'Architecture et 3 autres agences qui sont l'atelier Aurélie Barbet, New South, qui est avec Myriam Chabani, et Alexandre Fintesco, l'agence Safe, qui est l'ancien associé justement de chez Leclerc. On a monté un projet qui s'appelle Le Printemps de l'Hiver, qui est un projet plutôt de recherche. Recherche anthropologique, recherche programmatique, qui est un projet qui est effectivement un peu hors champ, enfin on pourrait se dire c'est un peu hors champ par rapport au cadre de l'architecte qui est celui de construire. Et c'est un projet qui questionne le bien vieillir demain en ville. Et pour ça, on a eu comme ambition au départ d'aller questionner la parole de l'usager pour remonter au fil de l'eau, on va dire, des experts, puis après des élus, pour avoir l'ambition de changer les cahiers des charges qu'on peut nous proposer demain sur des projets, on va dire, entre l'habitat familial et l'EHPAD, qui est un projet, enfin des programmes liés à la perte d'autonomie. Aujourd'hui, on vient de le terminer. On va le livrer donc dans une quinzaine de jours. On va débattre dessus pour voir aussi comment les gens le perçoivent et le reçoivent. Ouais, d'où, sous forme de podcast, Ah vous oui, allez le ouais. diffuser?
Hein? Voilà, effectivement, on a interviewé les gens sous forme de podcast parce qu'il nous paraissait important effectivement de recueillir leurs paroles. Mmh. On est allé chez eux pour photographier leur environnement parce que aussi ça nous paraissait important, au-delà de la voix, de pouvoir s'imaginer aussi avec quelques clichés qui on allait interviewer. On a retranscrit ça de manière cartographique avec des plans. Mmh. On a essayé de faire ce qu'on appelle des personas, qui vient plutôt du design thinking, c'est-à-dire essayer de déterminer aussi qui sont ces gens par rapport à différents critères, pour identifier leurs besoins. Effectivement, on les a enregistrés, c'était un vrai plaisir. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, on a découvert plein de choses. Moi, j'ai 34 ans, ces personnes, effectivement, ce qu'on appelle les no-workers, enfin, cette génération qui est grandissante, pré-retraitée, et avant la perte d'autonomie, c'est des personnes qui ont entre 55 ans et 80 ans, donc ont des parcours de vie qui sont quand même assez fabuleux. Vous découvrirez, j'espère. On est allé interviewer des experts, des sociologues, des anthropologues, des économistes sur la question effectivement de ces seniors, leurs besoins, des élus qui ont effectivement différents questionnements sur leur territoire, sur ces populations qui sont vieillissantes, qui ont accédé à la propriété dans les années 80 avec un pavillon et qui aujourd'hui sont propriétaires. Mais il n'y a pas forcément de valeur à leur pavillon et ils ont besoin de le transformer parce que leur histoire de vie aussi, elle s'est transformée. Donc tout ça, c'est des questionnements qui nous intéressent, c'est des signaux faibles qui émergent et on sent bien que demain, ça va être des nouveaux besoins. Puisqu'en fait, la longévité s'étend, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus Vieux? non, en forme, en restant. Ah zut! Non, Je veux non, pas vivre jusqu'à 110 ans. non, non, on reste en forme jusqu'à effectivement 80-85 ans, Ouais. alors que la retraite a été pensée jusqu'à 60 ans. Donc en fait, ça fait une nouvelle période de vie Mmh. avec des territoires qui n'ont pas été pensés pour, avec des logements qui n'ont pas été pensés pour, et moi qui effectivement dessine beaucoup de cahiers des charges liés à l'habitat familial, donc classique T1, T2, T3, T4, eux, ils ont besoin d'autre chose. La législation, il y a peut-être besoin de la faire évoluer, il y a peut-être besoin de réinventer les programmes, il y a peut-être besoin que la ville aussi propose d'autres choses pour ces personnes, donc la question de la marchabilité, comment on lit tout ça. Est-ce qu'ils ont envie juste d'espace? Parce Alors, qu'il y a la question du souvenir. il y a la question il y a beaucoup de Ouais. questions qui émergent. En tout cas, on se rend compte qu'ils sont capables de compresser leurs espaces. Ouais. Ils sont capables de le partager différemment de nous. Mais c'est-à-dire que des T1, grosso modo, aujourd'hui, ils pourraient vivre dans un T1 de 30-35 mètres carrés avec un grand salon et une petite chambre de 10 mètres carrés, ça les gênerait pas. Mais pour quel service à côté? Mmh. Alors, c'est toujours la question du service et aussi c'est la question de leurs moyens. Aujourd'hui, si les bâtiments ne peuvent pas le proposer, peut-être que c'est la ville qui le doit. Aujourd'hui, on voit bien avec la Covid que les terrasses se sont déployées dans l'espace public, donc on partage aussi différemment. Voilà, il y a plein d'usages qui viennent aujourd'hui justement liés à la Covid qui nous a fait quand même gagner 5 ans, enfin on va dire sur ces questionnements, liés à la santé, liés au télétravail, liés au numérique. Alors c'était des choses qu'on voyait arriver, mais quand même la Covid, elle nous a chamboulés et elle nous a aussi fait prendre conscience, notamment nous, personnes, on va dire, autonomes, lambda, qu'un jour aussi, on serait dans ce cas-là, en perte d'autonomie, cloîtré chez nous, pas pouvoir aller à plus de 15 minutes de chez nous. Et qu'est-ce que ça sous-entend pour nos territoires? Est-ce que j'ai envie de vivre comme ça? Alors, il y a plein de gens qui repartent dans les villes moyennes, on voit aussi cette tendance. Et je ne crois pas que la question de la qualité du logement soit liée à la superficie. Mmh. Elle est liée à ce qu'on pourrait déterminer comme des mètres carrés heureux. C'est-à-dire comment on détermine ces mètres carrés. Est-ce qu'ils sont liés justement au logement? Est-ce qu'ils sont liés aux services qui sont annexes? Aux Est-ce vues, au paysage? aux vues, au paysage? Voilà, comment on Mmh. détermine ça? Parce que effectivement, les critères des promoteurs, c'est effectivement la grille, hein. Un T1, c'est entre 28 et 32. Voilà, il faut en faire tant. Donc, c'est études de marché. Ouais, et puis C'est on très bien, on hein. nous fait enfin, on fait rentrer l'humain dans des cases et puis on sait très bien qu'au passage, ils ont des ratios. Oui, mais aujourd'hui, je pense qu'aussi la commande privée ou publique se rend bien compte qu'elle ne peut pas juste employer justement cette grille. Elle a besoin de proposer justement à des acheteurs ou à des gestionnaires, puisque c'est quand même les gestionnaires, enfin les bailleurs sociaux vont devoir gérer pendant 10 ou 15 ans, même plus, ces bâtiments. Il faut qu'ils offrent plus. Donc, la RSE, enfin, le fait de développer de la qualité de vie aussi apporte un discours que les maires, aujourd'hui, notamment franciliens, obligent à avoir.
On voit bien sur des grands aménageurs, l'EPAMarne avec qui on travaille, qui a un plan stratégique opérationnel, Paris-Est, là il y a aussi Pleine Commune qui va se doter de tout ça, qui sont des chartes de promotion pour développer la qualité, puisque aussi le logement est un enjeu politique pour ces territoires. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait il faut aussi s'adresser aux citoyens. Et donc le citoyen, et on voit bien qu'être citoyen, c'est compliqué en ce moment, vu les taux d'abstention. Donc le politique est obligé de s'engager en fait sur la question de la qualité du logement et pour ces villes. Et donc oblige la commande ou les commandes à être de plus en plus qualitatives et s'appuie, et je l'espère bien, sur des urbanistes et sur des architectes comme nous pour pouvoir la mettre en œuvre. Et ça, c'est un vrai plaisir de voir aussi ça arriver, que les maires et les aménageurs prennent à bras-le-corps cette question de la qualité. Mais cette enquête, vous auriez pu avoir envie de la garder pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à la partager? Alors, c'est bien sûr générationnel, mais... La partager, c'est aussi la mettre à débat. C'est-à-dire que si c'est pour devenir des experts dans notre petit coin et dire qu'on sait mieux que les autres, ça, je suis persuadé qu'il y a plein d'autres gens qui savent mieux le faire que nous. Il faut débattre, il faut le donner au débat, il faut que les gens ne soient pas d'accord et à la fois ça les questionne. Et il faut aussi qu'on ait des retours sur ce qu'on pense être des convictions pour pouvoir dialoguer. Et je crois beaucoup dans le dialogue en fait. C'est-à-dire que l'architecte, il a un rôle sociétal, mais il ne le fait pas tout seul. Il le fait avec des élus, il le fait effectivement avec des clients, privés, publics, particuliers. Il le fait avec des techniciens, enfin des bureaux d'études. Il le fait de plus en plus avec les sciences sociales, anthropologues, sociologues. Et la manière de le faire au podcast, alors effectivement, il y a 2-3 ans, c'était pas forcément la mode de faire du podcast comme ça. On préférait capter par la vidéo, parce que les gens aimaient bien voir, voilà, comme ça, un côté un peu intrusif. Et je pense que l'audio permet d'apporter quelque chose de différent aussi, qui est moins intrusif et qui est plus doux aussi dans cette... Et puis les voix, ça fait un peu appel à l'âme. Bien, voilà. Et puis ça suscite l'imaginaire. Tout à fait, exactement. Et comme ça suscite l'imaginaire, en ça fait, repose. Ça repose. Et puis ça permet aussi sur le sujet du printemps de l'hiver, ça permet aussi d'enregistrer une partie, de lire d'autres choses, de peut-être vouloir se re-questionner à un moment. Et ça fait pas ce côté effectivement reportage voyeuriste. D'arriver chez les gens avec, vous imaginez, 3 architectes qui viennent chez les gens avec 3 grosses caméras. Bon, ils nous ont acceptés chez eux quand même. Mais ils devaient être aussi très heureux. Mais je crois qu'au début, ils se sont pas rendus compte vraiment de où on allait. Ouais. Parce qu'en fait, ils nous ont invités comme un vrai plaisir. C'est en plus, alors on a 7 usagers, on a 6 femmes, un homme, 6 femmes qui ont, et on ne le dit pas, mais je le dis ici, qui ont milité pour le droit à l'avortement dans les années 80. Donc c'est des femmes qui sont militantes. Un homme qui a aussi une histoire particulière. Voilà, vous verrez. Donc c'est pareil, c'est des gens qui ont une histoire et quand vous vous retrouvez en face d'eux, vous les écoutez, vous avez une forme d'humilité aussi par rapport à ces personnes qui ont 2 fois votre âge et qui ont vu des choses évoluer encore plus ces 10 dernières années que vous. Il ne faut pas oublier que nous, Internet, le téléphone, c'est acté. Oui. Mais eux, ils se sont pris un G puissance 10 il y a 10 ans et ils ont l'impression d'être ringards en fait, que la société n'est pas faite pour eux. Alors qu'en fait, c'est eux qui font tourner les associations, c'est eux qui font tourner toutes les mairies, c'est eux qui font tourner aussi tout le milieu des aidants. On le sait peu, mais le milieu des aidants, c'est souvent les frères, les parents qui viennent aider. Donc en fait, nos aînés sont une valeur qui est inquantifiable, mais qui est nécessaire dans la société. Donc, dans le sujet du printemps de l'hiver, effectivement, c'est la question plutôt, j'ai envie de dire au sens large, du pacte social, en fait. C'est pas une ville pour les seniors, c'est une ville pour tous. Et la ville pour tous, elle est faite aussi pour des enfants de 3 à 4 ans, elle est faite pour des personnes en perte de mobilité, elle est faite pour tout le monde. Et elle est souvent pensée pour les actifs. Donc, je parle effectivement de l'habitat familial, mais c'est souvent lié à l'actif, à la productivité. Voilà. Et puis, dès qu'on l'est plus, ou quand on ne l'est pas, donc quand on est jeune ou quand on est trop vieux, la ville est moins pensée pour nous, finalement. Elle a été pensée, en tout cas dans les années 80, pour la productivité, pour la voiture,
Alors, des choses qui sont tendance à s'estomper aujourd'hui. On voit bien que, d'ailleurs, depuis hier, la Oui. ville de Paris est à 30 km/h. Oui, mais justement, enfin, la voiture, elle peut accompagner aussi. Elle C'est accompagne. quand on est en mobilité réduite, ça peut être pratique d'en profiter de la voiture. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, avant, il y avait TGV, Mmh. il y avait voiture et il y avait marchabilité. Mmh. Aujourd'hui, entre marchabilité et voiture, il y a plein de systèmes ou de moyens de se déplacer. Il y a les vélos, il y a le vélo électrique, il y a les trottinettes électriques, il y a les skateboards électriques, il y a plein de choses. Donc en fait, on a multiplié aussi les moyens de déplacement et donc ça permet aussi de mailler la ville différemment. Ouais, mais alors justement, quand on est moins à l'aise sur ses jambes, heu, Alors, la c'est question c'est effectivement de l'accès à la voiture ou l'accès au transport est mmh, quelque chose de compliqué. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on retrouve plutôt pour ces personnes-là dans un périmètre. Effectivement, on parle souvent de la ville des 15 minutes. Moi, je pense que la ville des 15 minutes, elle exclut les gens. ouais. Parce que finalement, aujourd'hui, qui peut être dans un centre urbain où il y a tout, un cinéma, un commerce, une boulangerie, tout, tout, tout. Donc c'est excluant, il faut avoir les moyens pour ça. Donc, il faut créer des maillages. Il faut créer des points chauds, des hubs qui envoient vers d'autres modes de déplacement. Et on peut créer aussi des villes, on va dire, multitemporalité. Mmh. Plutôt que de penser que la ville du quart d'heure est une solution, peut-être qu'on peut avoir plusieurs temporalités en fonction aussi des gens qui y habitent avec une forme de mixité. Et donc, sur les seniors, il faut que les seniors, un peu comme les logements étudiants, il y a 10 ou 15 ans, on les mettait plutôt en périphérie. Puis Mmh. on a compris aussi que les étudiants, ils avaient un pouvoir d'achat, ils avaient aussi une valeur pour revitaliser les centres-bourgs. Donc on les a remis au centre. Bon, voilà. Les seniors aujourd'hui, en tout cas tout ce qui est EHPAD, béguinage, résidence-service senior, sont plutôt en périphérie, puisque la question aussi, c'est la question financière, donc la question du foncier. Donc il n'y a que des villes avec appuyées notamment en Île-de-France par le PF, donc l'établissement public foncier, qui peut bloquer le foncier pour mettre en œuvre ce type d'opération, qui peut remettre en fait ces programmes dans les centres-bourgs pour des questions, comme je le dis, de politique sociale. Voilà, quand elle aura compris, bah, elle le comprend très bien déjà aujourd'hui, que les seniors ont une valeur et qu'il faut tout mettre en œuvre pour les remettre au centre des choses. Mmh. Alors mettre un EHPAD sur l'île de la Cité, c'est peut-être pas le sujet. Mais en tout cas, dans des franges de zones tendues où il y a des services, où il y a des choses, et arrêter de les repousser. Justement, vous parlez de village, c'est ça? Ouais, je pense beaucoup Ouais. que l'avenir, c'est dans le périurbain. Mmh. On est beaucoup à travailler là-dessus. Alors, je vais citer Benjamin Aubry de Yodo, qui est sur la densification pavillonnaire, euh, notamment. Moi, je pense que le périurbain, c'est un peu là où se passent les choses aujourd'hui. Vivre dans les villes denses. Alors, aujourd'hui, je vis en banlieue, par exemple. Donc, j'habite Saint-Ouen. Bon, bah, Saint-Ouen, j'ai une qualité d'habitant associatif que je ne retrouverai jamais à Paris. On se connaît tous, c'est un petit village. Mmh. Bon, c'est aux portes de Paris, mais c'est un village. Je pense que le périurbain, notamment sur le territoire des Pamarnes avec qui on travaille, les gens se connaissent. À Mmh. Paris, on ne connaît pas ses voisins. Demain, vous aurez quelque chose dans un immeuble. Il y a très peu d'immeubles, vous connaissez les gens. Sauf si c'est un immeuble de propriétaire Mmh. et c'est bienveillant. Donc je crois beaucoup au périurbain, en fait. Je crois encore à l'urbain, mais différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une crise du foncier, Mmh. notamment à Paris. Et donc pour demain, créer des programmes différemment, il faut les faire plus compacts. Et la prochaine réserve foncière de la ville de Paris, notamment, ou de d'autres villes, je pense, c'est le réseau Vière. Donc c'est comment on partage aussi ce réseau. Donc le fait de le baisser aujourd'hui à 30 km/h sous-entend que dans différentes poches de Paris, il y aura plus de voitures. Et Mmh. donc on partagera l'espace public entre piétons. On le partagera différemment pour retrouver dans nos immeubles, enfin, pour faire descendre de nos immeubles les espaces partagés et on les mettra en ville. Et ça sera autre chose. Et c'est ça cette tendance qui a plutôt qui a lieu d'être en tout cas. Donc ça veut dire qu'on va vivre plus en proximité. Bah, On va j'espère, moins se déplacer. j'espère. Enfin, Non. en tout cas, on va pas moins se déplacer, mais on va se déplacer plus loin, mais différemment. Ou plus Mmh. près, encore différemment. Mais on utilisera moins la voiture, qui est plutôt un moyen de déplacement pardon, intermédiaire, qu'on doit stocker, qu'on doit entretenir. Voilà, on se déplacera entre 0 et 30 km/h différemment. Et quand il faudra aller plus vite que les 70-90 km/h, on utilisera, j'espère, le TGV, le TER. J'espère qu'on louera des voitures plutôt que de les acheter. Il y a des choses qui se font en leasing. Bon, il y a plein de systèmes.
Mais je crois plus que la ville va multiplier ses moyens de locomotion. Mmh. OK. Je pense que l'avenir se fait plutôt dans le Mmh. périurbain, parce que dans le périurbain, il y a encore la richesse de pouvoir transformer les choses. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, dans les zones très tendues comme Paris, c'est de l'ordre de l'acte politique. Quand on interdit la voiture, là, ça dépasse le cadre effectivement de l'architecte, puisque là, on arrive sur sur des dogmes, je pense, Ouais, voilà, ouais, et sur des puis choses comme ça ça. redéfinit en plus une ville, C'est autre chose. Alors que si on arrive très dans le emblématique. périurbain à expliquer par un diagnostic qu'il y a des points hauts, il y a des points bas, il y a une manière de se déplacer qui n'est pas la même, parce qu'effectivement, sur des grandes distances, 3-4 km, et ben finalement, pour vous et moi, à 30-50 ans, on ne voit pas la différence de la pente de 3-4%. Mais pour une personne âgée qui se déplace 2 fois Mais moins complètement. rapidement que nous, elle les voit en fait. Et Bah donc, elle oui. a besoin, par exemple, de bancs. Elle a besoin de systèmes qui l'incitent à se rafraîchir sur ce parcours. Elle a besoin de ne pas avoir au même endroit tous les services. On parle souvent aujourd'hui de nudge. Le nudge, c'est inciter les gens sans les contraindre. Et donc, en fait, moi, j'imagine, par exemple, un programme qui se trouve pas où justement le rez-de-chaussée animé n'existe pas vraiment ici. Il offre peut-être quelque chose qui incite une autre forme de population à venir dans ce bâtiment-là. Je sais pas, justement un cinéma, voilà. Donc ça veut dire que les jeunes du centre-bourg viennent au cinéma, et au-dessus, j'ai des personnes âgées. Et la personne âgée qui, elle, peut-être d'aller chercher son journal, son kiosque, il est pas en bas de chez elle, il se trouve à 300-400 mètres. Ça l'incite, n'empêche, à aller et se Mmh. déplacer tous les jours pour ce rituel. Mmh. Et donc, inciter à la marchabilité par le nudge, c'est, alors je dis pas l'avenir, je dis juste qu'il sur différents territoires, il faut faire des diagnostics comme ça pour savoir où situer Non, mais bien les sûr. projets, en fait. Mmh. Et donc, la question de la voiture, si c'est de dire la voiture est un ennemi, je ne crois pas. Par contre, elle doit être un complément, comme d'autres formes de déplacement doivent être un complément. Et la marchabilité doit être repensée pour créer aussi des zones qui sont propres à ce mode de déplacement. Mmh. Et notamment pour les seniors qui se déplacent essentiellement à Mmh. pied. Mmh. Non, mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut ordonner tout ça. Mettre un peu d'ordre, Oui, voilà. mais après, il ne faudrait pas faire la ville de Chandigarh avec Le Corbusier, avec V1, V2, V3, V4, V5. Et Ah bah voilà. non, bah, vous êtes là pour ça. Oui, mais ça nécessite des diagnostics territoriaux et des diagnostics spécifiques au territoire, parce qu'effectivement, chaque territoire est assez particulier. Et nous, d'ailleurs, on l'a pas abordé au début, mais on ne se définit pas comme des architectes plutôt des architectes de territoire, effectivement. On estime ne pas avoir d'écriture, en tout cas, on ne cherche pas à avoir d'écriture propre. On cherche plutôt à s'inscrire en fonction des contextes, et on est très attaché à la question du territoire et du territoire dans lequel on s'inscrit. Effectivement, la question de la topographie, la question du paysage, la question de l'ensoleillement, la question du cœur d'îlot, bon, plein de sujets qui font qu'à un moment, ça fait projet. Alors, RAW, ça veut dire quoi? RAW, c'est brut en anglais. Ça veut dire aussi, c'est également l'acronyme de Right and Wrong, donc le bien et le mal, qui est un espèce de clin d'œil à La Nuit du Chasseur, voilà, d'un film de 67 où c'était tatoué sur ses phalanges Love and Hate. Et effectivement, il y a un côté dualité, il y a un côté toujours dialogue. Donc c'est assez paradoxal, mais le projet, il faut le concevoir comme ça. À la fois, faut être c'est combatif, comme dirait Ricciotti. Puis à la fois, si vous êtes que dans le combat, vos interlocuteurs, ils vous écoutent pas. Donc à la fois, faut être dans le dialogue, et à la fois, faut être aussi, faut faire preuve de conviction pour rester ancré dans le projet et pas tout accepter, quoi. Après, on met des notions liées au plaisir d'habiter, puisqu'on croit beaucoup à l'usage, voilà, et beaucoup à la question du territoire dans lequel on s'inscrit, c'est ce que je disais juste avant, et parce que la réponse doit être spécifique. On évite de faire, je sais pas, un projet alors, en région parisienne, à Bagnolet, le même qu'à Montreuil. Ils ont beau se toucher, c'est pas du tout les mêmes banlieues, c'est pas du tout les mêmes municipalités, les mêmes territoires, les mêmes histoires, Mêmes échelles. les mêmes échelles, voilà. Et donc, on peut pas dupliquer les écritures, les principes, oui, c'est-à-dire des habitations traversantes, des rez-de-chaussée animés, oui, ça c'est des principes, c'est des notions, mais l'écriture, non, je pense Mmh. pas. On croit beaucoup aux structures mixtes, à l'intelligence des projets. C'est-à-dire que parfois, c'est intelligent de faire tout en bois parce qu'effectivement, il y a le savoir-faire. Puis d'autres fois, non, en fait, il faut le faire peut-être en terre, en pierre. Enfin voilà, le matériau doit aussi être cohérent avec le programme, avec le territoire, avec l'ambition. Mmh.
Et je crois pas tellement au dogme. Avec la logique des circuits aussi, parce que Des on circuits parle... courts, hein, Ouais. beaucoup. Mais aujourd'hui, on fait beaucoup de hors-site. Mm. Enfin, c'est aussi donc du préfa Mm. qu'on amène et pour éviter les nuisances. C'est très bien. Mais on n'est pas pour le 100%. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour le... Je sais pas... là, on dit demain, on va faire tout en grille. Demain, on va faire tout en bois. Oui, Euh, mais le dogme, ça mène souvent à des catastrophes. oui, mais on nous demande aussi de représenter, nous, architectes, d'être aussi et de représenter ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que De- dans certains concours, on sait que telle mairie veut du bois. Oui. Effectivement. Et on doit, même nous, jeunes agences, moi, quand j'ai commencé, on me demandait souvent, alors déjà, première question, est-ce que vous construisez en bois? Comme si le métal était interdit, en fait, pour nous, jeunes architectes. Ouais. Alors que c'est parce que c'est pas une culture française. C'est dommage. Alors, qu'est-ce que vous avez comme... Ah, comme projet. Ouais, vous voulez répondre à des appels d'offres? Vous êtes en train... Non, comme je vous le disais tout à l'heure, on a Ouais. on a suffisamment de projets en accord cadre pour pouvoir faire les choses. On a aussi de la commande Ouais. privée, Mhm. enfin particulier, pardon, qu'on fait encore au coup de cœur. On le fait en fonction aussi des personnes qui nous sollicitent. On a par exemple un météorologue qui nous a sollicité voilà, pour faire une maison type japonais parce qu'il voulait voir les étoiles de son lit. Bon. Quand ce type de personnage arrive, vous dites oui tout de suite. À côté de ça, on a des commandes plus classiques, hein, voilà, des accords cadres avec Inly, Séquence, Larence, avec plein d'autres. Voilà, on a toujours des concours sur lesquels on est. On a des projets en études qui commencent. Effectivement, c'est toujours compliqué d'être polyvalent, puisque effectivement, faire de la recherche ne rapporte pas un sou, mais il faut le faire parce que aussi ça vous permet de vous questionner et de questionner vos clients. Donc en fait, on a plutôt une commande, on va pas dire alimentaire, mais une commande qui nous permet de tourner, simplement. Et d'autres choses qui nous tiennent à cœur, comme le printemps de l'hiver, qu'on fait sans chercher de bénéfices. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? C'est pas loin pour vous. 10 ans, ça passe à toute vitesse. Mais... D'être polyvalent, d'être d'intéresser à tout le monde et surtout aux architectes qui font et qui sont aujourd'hui vivants, j'ai envie de dire, parce que on accueille quand même pas mal de juniors chez nous et des stagiaires aussi. Et à chaque fois, ils ont des référentiels qui sont quand même des gens morts, quoi, ou des gens qui sont peut-être des statures, mais d'il y a 20 ou 30 ans. Et je pense qu'aussi, ils en connaissent très très peu, à part les profs qu'ils ont dans leurs écoles. Ils en connaissent peu qui pratiquent aujourd'hui, peu de jeunes agences qui essayent de faire différemment. Et donc en fait, faut chiner, faut s'intéresser. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'allais chercher justement alors, les uns et les autres. Alors peut-être, il y en a beaucoup en région francilienne, mais il y a beaucoup de gens en fait qui font des choses un peu différentes. Je pense bref, à plein d'agences. Mythe, par exemple, qui était avec nous à échelle 1. Mythe est un collectif de 8 associés qui font à la fois de l'architecture, de l'urbanisme, de la concertation. 8. Waouh. Donc c'est un Marne-la-Vallée. On a fait échelle 1 aussi avec Alt, qui vient de mettre un banc bioclimatique dans le 13e avec Réinventé. On partage des locaux aussi avec Agile, qui fait beaucoup de particuliers, avec Safe aussi, qui fait plutôt beaucoup de la promotion immobilière, mais c'est voilà. Et donc en fait, se nourrir des autres, c'est hyper important, se nourrir des pratiques des uns et des autres. Et je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est ça qu'il faut faire en fait. Toujours chercher ce que font les autres pour essayer de savoir ce que nous, on va faire et qui nous est propre en fait. Mais il faut d'abord comprendre pourquoi les autres ont fait ça, quelle est leur histoire en fait. C'est un peu ce qu'il faut faire quand on est jeune, de manière plus globale, apprendre des autres pour se trouver soi-même. Oui, il faut toujours apprendre des autres de toute façon. Il faut juste bien s'entourer. Vous vous définissez comme quelqu'un de curieux ? J'espère que oui. Oui. Enfin, faut lire même. Faut lire des choses très très différentes. Enfin, faut s'échapper aussi du milieu des architectes, j'ai envie de dire. Faut arrêter de penser qu'on est on est les rois du monde. C'est-à-dire qu'il faut aller peut-être un peu lire de paysages, enfin des choses, même de la BD, aller s'intéresser au milieu de l'art, des milieux qui sont plutôt connexes, qui nourrissent, qui sont très différents de nous. Scientifiques aussi. Et comprendre qu'en fait, nous, on est des chefs d'orchestre.
Bon, bien sûr, on va bâtir, on va monter des choses, on va les mettre en volume, on va s'inscrire dans la ville, on va avoir un discours politique, sociétal sur la ville. Mais ces gens-là nous nourrissent, voilà. Et c'est eux qu'il faut aller interroger, chercher et comprendre. Mmh. Et on est trop, je pense, dans le système, surtout français, pour avoir vu un peu d'autres systèmes, on est très catalogué. L'architecte, c'est l'architecte, quoi. Et il faut peut-être aller voir vraiment ce que font les autres, quoi. Et peut-être aussi sur d'autres continents, par exemple. Peut-être, un mot de la fin et se donner rendez-vous avec, la diffusion de vos projets? Tout à fait. Alors nous, on fait une conférence donc à la Maison de l'Architecture le 15, à partir de 19h, où on invite, on fait 2 tables rondes. La première étant sur offre actuelle et nouvel habitat senior pour demain, avec Stéphane Sébastiani, qui est directeur d'AG2R La Mondiale, qui est une mutuelle, mais qui investit dans les projets comme ça innovants. Luc Broussy, qui est rapporteur interministériel de Vivre Ensemble Demain. Myriam Chamani, dont j'évoquais tout à l'heure, qui est de l'agence New South, qui est membre du Printemps de l'Hiver. Et Cécile Rosenfelder, qui est, elle, docteure en sociologie. La deuxième table ronde est sur quelle ville souhaitons-nous demain. Donc la question, effectivement, comme on l'évoquait, la marchabilité, la question des aménités, la question de la densification. Bon, voilà. Donc nous avons Laurent Girometti, qui est directeur général des établissements publics EPAMAR NEPA France. Olivier Colesso, qui est un maire d'une commune de 5000 habitants en région francilienne. Voilà, le périurbain. Moi-même en tant que pilote et coordinateur de l'étude. Et Marion Waller, qui est conseillère à la mairie de Paris sur les questions d'aménagement. Pour Ouais. l'interroger justement sur le réseau Vière, en tout cas le partage du réseau Vière. Et sur Ouais. ces 30 km. Donc ça, c'est le 15. Et on fait une expo effectivement à la Maison de l'Architecture qui aura lieu du 15 au 18, puisqu'on s'inscrit aussi dans les Journées nationales de l'architecture, Mmh. puisqu'on considère que ce discours doit être porté au grand public. Voilà. Et il y a d'autres événements aussi qu'on va essayer de faire en cette rentrée, notamment à Reims, où il y a les assises du territoire et du vieillissement. Et j'en profite aussi pour dire qu'il va y avoir à la Cité de l'Architecture une exposition sur le bien vieillir demain en ville, qui va avoir lieu à partir de décembre. Donc vraiment, ce sujet de rentrée est un sujet qui tient à cœur visiblement à différentes personnes dans la profession que sont les architectes. Oui. Et donc pour écouter, les retraités dont vous parliez, Il faut aller sur leprintemps-de-l'hiver.fr. eh ben voilà, c'est dit. Dernier petit mot? Oui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, je suis très heureux d'être venu chez vous et voilà, c'était un plaisir. Merci Guillaume, un plaisir partagé. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine pour le nouveau Comme d'Archi en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.